Bonjour à tous. Alors les Français seraient sensibles aux évolutions technologiques qui arrivent dans le fitness et puis seraient d'autant plus nombreux à vouloir pratiquer davantage au quotidien du sport. Ce sont parmi les résultats que nous allons découvrir aujourd'hui dans cette édition spéciale que nous tournons en direct du FITEX. C'est un salon, un nouveau salon d'exposition sur les technologies, le sport, le fitness et la santé. Dans cette édition spéciale également, j'aurai le plaisir de recevoir un spécialiste de la data dans le football et plus largement dans le sport. Ce sera l'interview d'un leader, même européen, qui collecte, analyse une quantité phénoménale de données au service des clubs, mais aussi des joueurs professionnels et des parieurs. Vous verrez comment ça se passe en coulisses. Et enfin, on terminera cette édition avec une coach privée, une célèbre coach sportive qui témoignera sur l'intérêt de l'utilisation des montres connectées, en particulier les nouvelles fonctionnalités de l'Apple Watch. Donc c'est parti pour un Smart Tech spécial FITEX. Alors dans ce Smart Tech spécial FITEX, on tourne donc au milieu d'un salon, vous entendez le bruit j'imagine et l'énergie. Je recevrai en plateau Mathieu Lille-Palette de chez Opta qui est le leader européen fournissant les clubs, les télés en l'occurrence aussi, de données statistiques sportives, stratégiques pour les joueurs, les commentateurs et les parieurs. Et puis je recevrai aussi une célèbre coach sportive, Cindy Amara, qui nous parlera de l'utilisation de la montre connectée dans le fitness. Mais d'abord, je propose que l'on écoute nos deux premiers invités, Laurent David et Alison Touchain. Bonjour, merci beaucoup d'être avec moi en plateau aujourd'hui au FITEX. On va parler de ce rapport qu'entretiennent les Français avec les technologies dans le fitness, dans le sport. Vous avez publié un baromètre dont on va découvrir ensemble les résultats. Je précise simplement que vous travaillez tous les deux pour iFit Health and Fitness. C'est en fait la filiale d'un groupe américain important, poids lourd, international, vous me direz si je me trompe, en technologie pour le fitness. C'est-à-dire vous fournissez quoi? Des machines, c'est ça? Des machines connectées pour travailler son sport? C'est une partie de l'offre. Alors bonjour d'abord et merci de nous recevoir aujourd'hui dans des conditions un petit peu bruyantes, mais on va essayer de faire avec. On va y arriver. Donc effectivement, iFit est une société donc mondiale qui est leader dans la technologie du smart fitness et du bien-être par abonnement. Et donc ça, Qu'est-ce que c'est le smart fitness? C'est une grosse différence. Eh bien, c'est justement la possibilité, grâce à notre plateforme digitale de bien-être et de fitness, d'apporter aux membres, aux utilisateurs de notre application, mais de l'environnement iFit au grand complet, qui se compose de la plateforme, mais aussi d'une vaste gamme de produits tous interconnectés, de pouvoir apporter un contenu qui va être immersif, interactif, adaptatif et personnalisé. Quand vous parlez de produits interconnectés, on parle de quoi? On parle de tapis par exemple pour s'entraîner en salle? Alors vous avez absolument raison, c'est une très bonne question. Donc c'est une offre importante et intégrée pour nous. La partie matérielle est encore importante. Nous avons la gamme la plus large de matériel de fitness connecté dans la catégorie et au monde, en proposant des produits aussi bien pour les professionnels et les salles de gym, mais surtout aux particuliers. Donc on fait vraiment du home fitness. Comme nouveau produit par exemple pour le grand public aujourd'hui? Pour le grand public aujourd'hui, en nouveauté, on a notre miroir connecté. Qu'est-ce qui fait ce miroir connecté? Le miroir connecté, en fait, vous avez devant vous, donc c'est un miroir et en même temps un écran digital. Donc en fait, vous pouvez suivre les mouvements du coach de manière instantanée. Donc vous pouvez vraiment faire correctement le mouvement, ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus efficace dans votre... C'est-à-dire que je vois le coach dans mon miroir? Ouais, et vous voyez en même temps. Donc c'est vraiment en simultané. Exactement, tout à fait. C'est ça. Alors pour revenir sur ce que vous disiez, sur votre question, donc non seulement dans les miroirs, mais on a les tapis de course, les vélos elliptiques, les vélos d'entraînement, les miroirs, des rameurs. On a vraiment une catégorie large de tous les produits et notre application, notre plateforme permet d'être connecté et d'interagir véritablement avec les produits. Par exemple, le tapis, il va pouvoir s'adapter à la vitesse du coach qui va être dans un écran de différentes tailles. Il va pouvoir vous faire bouger le tapis en fonction de l'inclinaison du terrain et de la vidéo sur laquelle le coach a opéré. Et alors, donc, vous avez mené une enquête, c'est avec Harris Interactive, vous avez monté ce baromètre intitulé « Le sport accessible à tous ».
C'est en fait la première grande étude post-pandémique en France Ouais. sur la question du sport, et notamment du sport, du fitness à la maison. Qu'est-ce que vous en tirez comme principal enseignement? Est-ce que vous pouvez me dire sur le rapport aujourd'hui des Français à la techno dans le fitness? Alison, si tu veux aborder Alison. ce sujet. Ouais. Alors le premier enseignement qu'on peut en tirer de cette étude, c'est que les Français s'estiment moins en forme moralement. Pardon? Les Français s'estiment moins en forme aujourd'hui, Moins moralement, que sur le plan physique. 28% d'entre eux ont déclaré être moins en forme mentalement. Donc ça, D'accord. c'est le premier enseignement qu'on peut en tirer. Et pourtant, Et pourtant, ils pratiquent plus de sport. exactement, Eh ben oui, parce qu'ils ont été confinés, ils ont découvert le sport à la maison. exactement. Donc c'est effectivement une interrogation. Le second enseignement qu'on peut en tirer, c'est que globalement, les Français déclarent que le sport est accessible, facilement accessible. Cependant, ils sont nombreux à avoir déclaré avoir renoncé à une activité physique et sportive pour plusieurs raisons. La première raison, c'est au niveau des coûts, pour 52% d'entre eux. Pour 51% d'entre eux aussi, c'est les horaires. Et ensuite, enfin, 48% d'entre eux, c'est l'éloignement géographique. Mais alors quand on parle des coûts justement, parce qu'aujourd'hui le sport connecté, le sport intelligent à la maison, j'imagine que ça coûte plus cher que simplement sortir de chez soi pour aller courir. Est-ce que le budget, est-ce que vous avez des indicateurs sur le budget aujourd'hui consacré par les Français aux technologies pour la pratique du sport? Alors oui, effectivement, on a un indicateur, un budget moyen annuel se situe entre 300 € à l'année pour un Français, du moins pour les déclarants. D'accord. Ce sentiment que ça apporte un bénéfice ou non, la technologie, il est réel aujourd'hui? Alors, il est réel dans les chiffres, notamment par les données qu'on a récupérées du baromètre. Tu pourras donner quelques exemples sur la partie chiffrée, effectivement. Mais Allez-y maintenant parce que le temps passe. Vas-y, Alison, donne les chiffres. Au niveau des chiffres, je vais préciser plus de 40% des Français qui pratiquent une activité en intérieur de manière autonome utilisent une application de coaching ou des vidéos trouvées sur Internet. D'accord. Donc il y a un usage qui s'est largement développé depuis la crise Covid. On arrive vraiment à la fin de cette interview. Peut-être un dernier mot de conclusion sur votre étude. Oui, ce type d'application montre qu'on est dans la bonne voie. Quand on met en regard les résultats du baromètre avec notre cœur de métier, c'est une évolution qui ne va que grandissante. Et je pense que nous avons la chance d'être positionnés au bon moment. Et les retours de cette étude, de ce baromètre, nous permet de continuer à enrichir notre offre pour satisfaire notre communauté. De voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne Exactement. pas. Très bien, merci beaucoup. On a un peu de mal à s'entendre, c'est normal, on est sur un salon. En plus là, c'est cours de fitness à tous les étages ici. C'est très bien. Merci Laurent David et Alison Touchain d'iFit Health and Fitness de nous avoir fait découvrir ce rapport des Français avec la tech. On enchaîne tout de suite, on va parler de data dans le monde du foot professionnel. Smartech tournée en plein Fitex, c'est-à-dire ce nouveau salon d'exposition sur le fitness et le sport santé. Eh bien, ça continue avec Mathieu Lille-Palette, senior vice-président de Opta. Opta, c'est le leader pan-européen dans la collecte de données, l'analyse de toutes ces stats sportives qu'on découvre, nous, en tant que téléspectateurs sur nos écrans. Absolument. Et qui sont très utiles pour tous les professionnels du sport et également les parieurs. On va voir ça ensemble, la data dans le football professionnel, ça va vraiment être notre sujet. Je voulais aussi préciser que vous étiez co-animateur avec Édouard Cissé d'Alternative Football, un podcast Absolument, produit SoFoot. c'est ça, vous êtes bien renseigné. Et puis on est à Paris, donc je peux le dire, vous êtes un ancien ultra du PSG. Vous êtes Donc, très bien renseigné, Delphine. passionné Effectivement, on peut de rien vous foot. cacher. Je suis passionné de foot, c'est ce qui m'a amené à mon métier aujourd'hui. Et je suis effectivement co-animateur avec mon ami Édouard Cissé du podcast Alternative Et vous Football. n'avez pas de religion dans le foot quand même, parce que moi je vous ai vu en conférence avec l'OGC Nice, à qui vous fournissez votre technologie. C'est ça, c'est-à-dire que voilà, le fan est fan du Paris Saint-Germain, mais ça c'est la vie personnelle. Et après, dans mon métier, je dois être capable de travailler avec tout le monde. Même l'Olympique de Marseille, si vous voulez tout savoir. Donc
On fait en Alors sorte de le faire. justement, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel type de données vous pouvez leur fournir Ouais. à ces clubs professionnels. Alors, il y a deux grands types de données qu'on va leur fournir. Les premières données, c'est ce qu'on appelle dans le jargon les event data. Je suis désolé pour l'anglicisme, mais c'est tout ce qui concerne ce qui se passe avec le ballon, c'est-à-dire les passes, les duels, les tirs et tous les dérivés, les sous-catégories. Ça, c'est des choses qu'on va capter via un logiciel et des analystes dans des centres de collecte à partir du flux vidéo. Ensuite, le deuxième type de données qu'on va capter. Donc là Vas-y. déjà, première collecte à partir des images, donc c'est de C'est la ça. reconnaissance d'images. Alors, non, c'est-à-dire qu'on Comment ça aimerait fonctionne aujourd'hui pouvoir tout automatiser, avoir Ouais. que de la reconnaissance d'image, seulement on n'y est pas encore. La raison étant que pour pouvoir utiliser l'AI pour collecter tout ce dont on a besoin de collecter, il faudrait qu'on ait pu déjà l'éduquer à la finesse des datas qu'on a besoin de collecter. Je le disais quand on s'est rencontrés pour la première fois, on a 350 catégories et sous-catégories de data. Aujourd'hui, pour pouvoir être suffisamment précis sur ce qu'on envoie comme données, on a encore besoin de l'humain pour le qualifier. Même si on y travaille et que l'idée c'est de soulager au maximum nos analystes pour que Ouais, les parce AI que viennent là, les aider. Tout ce que vous collectez, justement, j'imagine que quand même, c'est vous le gardez, vous le conservez, tout Ouais. ça crée Ça crée une du première volume base d'entraînement demain pour des IA. éduquer les AI, c'est exactement ça. Mais on a, nous, aujourd'hui, le besoin de fournir cette donnée en live. Vous l'avez mentionné, on travaille beaucoup avec les diffuseurs, puisque quand vous regardez un match de foot sur l'une des chaînes que vous connaissez, il y a des datas qui s'affichent chez les nôtres. Et le fait de collecter avec l'AI aujourd'hui, puis de l'envoyer en direct, ne nous permet pas de livrer dans un delta satisfaisant. Donc pour l'instant, on est toujours sur notre vieille méthode de collecte qui est assez artisanale. C'est quand même de la tech, hein, c'est-à-dire qu'il y a un logiciel qui leur permet de le faire, mais on n'est pas sur du tout automatique. Je ne pense pas qu'on arrivera un jour sur du tout automatique. Je pense qu'un jour, on aura peut-être moins d'analystes. Aujourd'hui, on en a 3 par match. Peut-être qu'un jour, ce sera un seulement qui sera beaucoup aidé par une machine, mais on n'en est pas encore là. Mais on y travaille. Et ça permet de faire du temps réel quand même On fait du temps réel, c'est-à-dire que Ouais. la manière dont ça va se passer, le flux est reçu directement à partir de la personne qui l'a produit, donc le producteur, ou la ligue elle-même quand elle a la capacité de le faire, c'est le cas pour la première ligue en Angleterre. Ça vient s'insérer dans un logiciel de collecte et on va suivre nous en live ce qui se passe. Les analystes vont collecter en live ce qui se passe, il y en a un par équipe. La donnée qui est entrée part directement dans la base de données et à partir de cette base de données, on fait différents produits dont certains sont la livraison en live via différentes méthodes de nos data. Et alors d'autres types d'utilisation, c'est fournir au club en fait des indicateurs sur les équipes du club, Ouais. mais également les équipes Adverse, concurrentes. bien sûr. Jusqu'où vous allez, à quel niveau de finesse vous pouvez aller sur l'analyse d'une équipe, de joueurs, jusqu'où on peut aller? Alors on peut aller aussi loin que la data qu'on a disponible. Je vous parlais tout à l'heure de deux types de data. Il y a la data donc event, ce qui se passe avec le ballon. Ouais. Il y a aussi le tracking. Le tracking, c'est une collecte qui est différente. On met des caméras dans le stade pour pouvoir avoir tout le monde. Et ensuite, l'analyse, elle dépend des données, elle dépend aussi de vos analystes. Mais on peut tout savoir sur une équipe. Tout savoir sur ce qui est mesurable. C'est-à-dire vous pourrez tout savoir sur ce qu'ils font avec le ballon, sur la manière dont ils se déplacent. Après, il va vous manquer des éléments de contexte, c'est-à-dire quelles sont les consignes, dans quelle disposition se trouvent les joueurs contre qui vous allez jouer. Ça, c'est aujourd'hui de l'impondérable. Des indicateurs de santé aussi. Exactement. par exemple. Nous, c'est pas quelque chose qu'on couvre aujourd'hui. Ouais. Donc, on va pouvoir analyser ce qui est mesurable et on le fait beaucoup. On le fait beaucoup pour soi, vous l'avez dit, dans l'analyse de la propre performance. On le fait beaucoup pour l'adversaire et on le fait beaucoup aussi dans le recrutement. C'est aujourd'hui, je pense, le segment dans lequel la data est le plus utilisée. C'est pour quand on va vouloir acheter un joueur, renouveler son effectif, le changer. On va beaucoup regarder la data pour voir si ça correspond aux besoins qu'on a. Donc c'est utilisé pas seulement pour s'entraîner ou se préparer à un match, mais aussi pour le recrutement. Absolument. Voilà, les deux grandes utilisations dans le sport professionnel, c'est l'analyse de la performance, donc ça va être mon équipe et l'équipe des autres, et le recrutement. Et c'est le silo le plus important. Mais alors Mathieu, si tous les clubs finalement peuvent accéder à l'ensemble des statistiques que vous rendez disponibles, il n'y a plus d'avantage. L'avantage, il se trouve dans... Il n'y a pas de données exclusives Non. que vous réservez à certains clubs? Non, il y a des modèles qui peuvent être réservés à certains clubs parce que eux créent ce modèle-là. Et donc c'est là où la différence va se faire. Tout le monde a les mêmes datas, nous on vend les mêmes produits à tout le monde. En revanche, la qualité de votre analyste, la qualité de votre cellule de recrutement va vous permettre peut-être d'être plus pertinent sur ce que vous allez faire avec les données. Et c'est là que... Et ça, vous leur vendez aussi les modèles d'analyse? On a nos propres modèles, mais encore une fois, nous on va vendre les mêmes modèles à tout le monde. D'accord. Et après, libre à eux, s'ils en ont les capacités et les moyens, de les retravailler ou de prendre simplement la donnée brute et de travailler leur modèle.
Ça fait combien de temps, combien d'années que vous fournissez ces outils? Alors, ça fait l'année de fondation d'Opta, c'est 96. Après, la réalité par rapport aux besoins des clubs et je dirais l'émergence de la data dans le foot professionnel, c'est plutôt la fin des années 2000, donc 2008-2009. C'est là que ça a vraiment explosé au niveau du foot et là alors, on a commencé à industrialiser. Ouais, parce que ça fait quand même donc un sacré nombre d'années que vous avez cette expérience. Qu'est-ce qui a évolué et quelles sont les dernières innovations là? Alors, ce qui a évolué, c'est la capacité de sortir de la constatation. Avant, on disait beaucoup, ce mec-là a fait tant de passes, pardonnez-moi la familiarité, mais où ce joueur-là a fait tant de tirs. Ouais. On a ensuite affiné en essayant de juger de la qualité de ce que faisaient les joueurs, avec des modèles type les expected goals par exemple, qui sont de dire si un joueur prend un tir de cet endroit-là, il a plus de chances de marquer que s'il le prend de cet endroit-là, et ça permet de juger de la qualité de l'apport offensif d'un joueur par exemple. Aujourd'hui, la grande tendance, c'est les modèles prédictifs. Maintenant, on ne veut même plus regarder ce qui s'est passé avant, on veut se servir de ce qui s'est passé avant pour anticiper le futur et essayer de comprendre si on va acheter ce joueur-là, à quel point il va performer, à combien de buts il va mettre, etc. Et là encore, c'est le club qui doit avoir ses propres data scientists finalement? Nous, on a des modèles prédictifs, c'est-à-dire qu'on est capable de vous fournir une estimation du nombre de buts que marquera tel joueur ou une estimation, on a par exemple un modèle prédictif sur la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, nos algorithmes vous disent théoriquement, selon la data, qui va gagner la Coupe du Monde. Alors j'espère que ce ne sera pas ça parce que ce n'est pas le but non plus, c'est un travail qui est indicatif. Mais après, encore une fois... Donc vous pouvez nous annoncer aujourd'hui qui va gagner la prochaine Coupe du Monde? Alors de foot? Alors je peux pas vous l'annoncer formellement parce que ça veut rien dire quand on regarde que la data parce qu'on parlait de tous les éléments tout à l'heure, mais selon notre modèle prédictif, l'équipe qui présente le plus de chances statistiquement de gagner la Coupe du Monde, c'est la France. Par rapport aux joueurs qu'elle va potentiellement aligner, par rapport aux résultats, alors pas extrêmement récents parce que la dernière fois ça s'est pas très bien passé lors du dernier rassemblement, mais sur les résultats sur les 4 dernières années de la Coupe du Monde. Derrière on va retrouver le Brésil et après quelques autres. Alors m'avez dit en premier la France. La France, en deuxième le Brésil. Et en troisième? Et ensuite on va retrouver un pool d'équipes que j'ai pas forcément en tête, mais c'était les très bien. Selon la data. On vous recevra après pour vérifier tout ça. Et vous fournissez aussi les sites de paris sportifs. Absolument, ouais. Comment ils utilisent? Quel type de données peuvent-ils utiliser? Il y a plusieurs niveaux d'utilisation. Il y a un petit peu de données qui est utilisée dans la création des cotes. Ça, c'est une première utilisation. Mais là où la donnée est beaucoup utilisée, c'est pour ce qu'on appelle les questions d'intégrité. C'est-à-dire que forcément, c'est des jeux d'argent, donc c'est des marchés qui sont extrêmement surveillés. Et avec nos datas, on peut aider les acteurs du monde du pari à surveiller les transactions autour des matchs, les performances des joueurs sur un match et voir qu'il n'y a pas d'anomalie sur la manière dont les choses se passent. Est-ce que vous avez des exemples de moments particuliers dans des matchs où vous avez vu que la donnée a été utilisée et a pu faire basculer le résultat? Oui, on a beaucoup d'exemples de ça. Il y en a un qui est, je trouve, relativement marquant. Il est long, mais je vais essayer de faire vite quand même. On avait été mandaté par la fédération néerlandaise à l'occasion de la Coupe du Monde au Brésil pour leur fournir une étude sur les pénaltys. Mais pas les pénaltys qu'eux allaient tirer, c'était une étude sur comment leurs gardiens se comportaient sur les pénaltys. Okay. C'est une étude qu'on avait fournie, qu'on avait donnée au staff technique. Et il se trouve que cette équipe-là a joué une séance de tir au but contre le Costa Rica, si je ne vous dis pas de bêtises, pendant cette Coupe du Monde-là. Et ils ont pris la décision de changer le gardien juste avant la séance de tir au but, quelque chose d'extrêmement rare. Et donc voilà, il y a aussi le choc psychologique qui a voulu être créé par l'entraîneur. Mais ce qu'on observe nous, c'est que le gardien qui ressortait comme étant le meilleur sur les pénaltys dans nos données, c'est celui qu'on a fait rentrer juste avant cette séance. Wow. Donc on s'accorde un petit peu de crédit. Pas mal. Et alors, donc quand je vous ai rencontré la première fois, vous étiez donc avec l'OGC Nice. Ouais. C'est un ancien de chez vous. C'est ça. De chez Opta. Et ça, c'est vraiment discriminant, c'est de trouver dans les clubs aussi des points d'appui, des gens qui s'intéressent à la donnée. C'est une culture un peu différente, j'imagine, de ce qu'on fait traditionnellement dans le sport. C'est plus du tout discriminant. Quand j'ai commencé dans ce métier-là, il y a maintenant 12 ans, oui, il y avait plein de clubs qui ne voulaient pas le regarder. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul club qui fonctionne sans données. Il y a bien sûr des degrés d'utilisation.
Il y en a qui le font très bien, l'OGC Nice le fait très bien et c'est la raison pour laquelle ils sont venus chercher quelqu'un qui est de la data en Kevin Jeffries qui était chez nous. Mais je ne peux plus vous donner l'exemple de clubs professionnels qui évoluent dans l'élite à travers tous les pays qu'on couvre, qui ne regardent pas du tout la donnée, ça n'existe plus. Et les joueurs aussi sont demandeurs, j'imagine? De plus en plus, c'est aussi une question de génération, c'est-à-dire que vous avez des joueurs aujourd'hui qui sont nés avec le digital, qui ont joué à des jeux vidéo où il y avait de la donnée, donc ils sont très sensibles à ça. C'était moins le cas avant, mais que ce soit joueur ou entraîneur, effectivement, ils s'y intéressent de plus en plus. Alors là, on a parlé du football, il y a d'autres sports comme ça sur lesquels vous travaillez autour de la stat? Moi, je suis très football parce que je m'occupe de la région Europe, Moyen-Orient, Afrique. C'est des régions où le football est le sport prédominant. En revanche, mes collègues américains, eux, ce qui va les intéresser avant tout, c'est les 4 grands sports américains. Donc le basketball, le baseball, le football américain, le hockey. Et on a la même granularité de data sur ces sports-là. Donc ce qu'on fait sur le foot, on est capable de le répliquer sur tous les grands sports. Alors aux États-Unis, justement, on n'a pas des leaders là, de la data sur ce secteur? Alors les leaders de la data, ça reste nous aux États-Unis aussi. On a la chance de pouvoir commencer de marché. Alors c'est pas uniquement dû au fait qu'on l'a été en Europe, c'est surtout parce qu'il y a 3 ans, on a fusionné avec notre plus gros concurrent. Il y a eu une grosse consolidation de marché. Ce concurrent-là était spécialisé des data sur les sports américains, nous plus sur les sports européens et du reste du monde. Et donc en fusionnant, on a créé ce géant de la data il y a quelques années. Et vous voyez arriver les géants du numérique aussi sur ce secteur? C'est des clients. Nous, notre plus gros client aujourd'hui... Comment ça, ils sont clients, c'est-à-dire? C'est-à-dire que Google, aujourd'hui, donc la Big Tech, Google, c'est notre plus gros client. C'est-à-dire que c'est le contrat le plus rémunérateur pour Ils notre... s'en servent pour afficher des résultats de recherche Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez la Google Box, qui est la première réponse qu'on a quand on cherche dans la barre de recherche. Quand vous faites une recherche sur du sport, c'est la première réponse qui tombe. Et vous avez en général le calendrier, le classement, les résultats. Ça, ça vient de chez nous. Donc c'est des clients, c'est aussi des partenaires parce qu'on a des... donc ils ne le collectent pas des sites médias ou partenaires de l'événement, ils viennent l'acheter directement? Ils viennent l'acheter directement chez nous. Mais nous, on est aussi fournisseurs des gens qui organisent l'événement. Parce que la FIFA ou la LFP ou la Première Ligue n'a pas de capacité de collecter ses propres data. Ce n'est pas leur métier. Donc ils passent des contrats avec nous ou avec des concurrents et des entreprises comme nous pour pouvoir avoir leurs données. Et c'est nous qui commercialisons cette data. Et ils n'essayent pas, ces géants du numérique, n'essayent pas de vous vendre leurs algorithmes? Alors ils essayent de nous vendre leur modèle d'entraînement? Exactement, leur capacité de process, leurs serveurs, leur technologie. Nous on travaille beaucoup avec AWS, forcément. Mais bien sûr, donc c'est une relation qui est partagée et on est aussi client de ces gens-là. Et vous travaillez avec des acteurs européens du numérique? Alors c'est vrai que du fait de cette fusion, il y a longtemps cette consolidation, sur toute la partie process, la partie ingénierie, on est très américanisé dans nos relations. Après, on va travailler avec les gens du numérique européen, mais en tant que client, encore une fois. C'est-à-dire que les technologies émergentes, type Sora, qui est un jeu basé sur une fantasy league basée sur les NFT. Donc Sora achète aussi vos statistiques? C'est un gros client, c'est ça, pour leur algorithme de notation des joueurs fonctionne sur nos data. Ou des opérateurs aussi, j'imagine, qui diffusent les résultats sportifs? Oui, c'est-à-dire que tous les médias auxquels vous pouvez penser, aujourd'hui, ils sont clients de... Donc c'est une manne gigantesque. On a ce confort-là d'être leader de marché, qui est un confort, c'est vrai, mais que c'est un challenge, puisque ça veut dire qu'on doit, nous, continuer à faire avancer ce marché-là, faire de la R&D pour continuer à être pertinent, donc c'est passionnant. Merci beaucoup. C'était donc Mathieu Lille-Palette qui nous a fait le plaisir de nous faire découvrir les coulisses de toutes ces statistiques qui peuvent faire et défaire des matchs et des paris aussi. Merci beaucoup. On fait une petite pause et puis on va se retrouver juste après pour parler de l'utilisation des montres connectées dans le fitness. Et c'est déjà le moment de la dernière interview dans Smart Tech tournée sur le salon du Fitex, dans ce nouveau salon d'exposition autour du fitness et du sport santé. Je suis très heureuse d'avoir avec moi aujourd'hui Cindy Amara, qui est une célèbre coach sportive. Bonjour Cindy. Bonjour Delphine. Merci beaucoup d'être avec nous parce que vous allez être d'un témoignage très précieux. Vous allez nous dire à quoi ça sert aujourd'hui de s'entraîner avec une montre connectée. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça apporte véritablement un plus aujourd'hui de s'entraîner avec une montre connectée, un appareil connecté? La bonne question. Eh bien, merci de me recevoir Delphine déjà. Alors j'ai envie de vous dire, ça sert énormément puisqu'on a des applications qui sont
accessible à tout le monde, j'ai envie de vous dire au grand public, notamment les applications sommeil, les applications activité qui sont vraiment des applications qu'on peut utiliser dans la vie quotidienne, à savoir si on bouge régulièrement, si on marche régulièrement, si on s'active, c'est des choses qui sont très très importantes. Parce que dans le sport, il y a sport santé, c'est-à-dire que le sommeil, en fait, ça fait partie des choses qu'il faut soigner si on veut être en pleine forme. Exactement, c'est indispensable, c'est-à-dire que dans santé, en fait, il y a le sport, il y a l'alimentation, il y a le sommeil, il y a la santé mentale, on en parle un peu plus maintenant, mais c'est très important. Donc on a la respiration. Donc en effet, toutes ces choses-là sont très très importantes et on a la chance avec l'Apple Watch d'avoir du coup la possibilité en fait de canaliser un peu ça, en tout cas de doser un petit peu ça et de savoir où on en est par rapport à tout ça. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant en soi. Pendant la séance, est-ce que le fait d'avoir une montre connectée, ça permet d'améliorer la séance ? Bien évidemment, puisqu'en fait, alors moi dans mon métier, j'utilise énormément la fréquence cardiaque. La notion de fréquence cardiaque, elle est très importante puisque pour une personne qui a un objectif, je dirais, de perte de poids et une personne qui a un objectif de bien-être ne vont pas travailler dans la même fréquence cardiaque type. Donc moi, je l'utilise énormément avec ça, avec les gens, mes élèves qui ont une montre, notamment on travaille sur ça. Donc en effet, on ne va pas avoir les mêmes effets. Quelqu'un qui a un problème cardiaque, par exemple, eh ben, il va avoir une fréquence cardiaque maximale à ne pas atteindre. Donc c'est très intéressant. Après, sur les performances, notamment avec la dernière Apple Watch, la Series 8, on a la possibilité d'analyser en fait la foulée. Vous savez, sur un marathon ou sur une course, la possibilité d'analyser. Alors comment ça fonctionne, ça, l'analyse de la foulée ? Et est-ce que ça fonctionne bien ? Alors, j'ai pas encore testé. Ouais. Maintenant, parce que là, vous avez moi j'ai une ancienne, mais vous avez la toute dernière, donc qui permet de vérifier sa foulée au moment de la course. Alors, en effet, quand on est en train de courir, donc il y a la capacité d'analyser la longueur de la foulée, c'est-à-dire la longueur, tout simplement entre la première foulée, la deuxième et la suivante. Vous avez la capacité de savoir combien de temps vous posez le pied au sol. Donc ça donne, en fait, c'est des renseignements qui sont très importants pour les coureurs professionnels, ceux qui veulent améliorer leur performance, leur temps. Donc c'est des données qui sont indispensables, j'ai envie de vous dire. Après, c'est un petit peu plus technique, mais vous avez l'oscillation en hauteur. Donc ce sont des données, en fait, indispensables, j'ai envie de dire, pour les pratiquants plus. On peut voir si on attaque davantage à l'avant ou à l'arrière du pied ? Non, c'est peut-être pas votre finesse quand même. Alors, c'est pas encore aussi précis que ça, mais déjà, les notions de savoir combien de temps vous allez mettre entre chaque foulée, c'est déjà très intéressant. Voilà. Et dans les nouvelles fonctionnalités aussi de cette montre connectée, donc j'ai vu qu'il y avait la possibilité d'avoir un suivi des exercices multisports. Exactement. Alors expliquez-nous là aussi comment ça fonctionne et à quoi ça sert. Alors multisport en fait, alors je vais faire peut-être un petit retour sur l'ancienne Watch pour qu'on puisse comprendre un peu la différence. La série 7 par exemple, vous aviez la possibilité, une fonctionnalité en fait de calibrer chaque entraînement, donc en fonction de si c'était de la course, du vélo ou de la natation, la possibilité de calibrer chaque entraînement, mais vous étiez un peu obligé d'arrêter l'entraînement pour pouvoir repartir sur un autre entraînement. Avec la Series 8, ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, automatiquement, si vous le voulez, il va y avoir un capteur qui nous permet de savoir qu'en fait, vous avez changé d'activité. Donc ça, c'est quand même intéressant, puisque quand vous êtes en train de faire un triathlon, notamment, puisque c'est de ça dont on parle, vous n'allez pas en fait perdre de temps pour arrêter en fait et reprendre. Donc il y a cette fonctionnalité qui est très importante. Et je dirais, ce qui est aussi encore plus important, c'est la capacité de calculer les transitions entre chaque activité. Vous savez, quand vous êtes en triathlon, c'est très important ce laps de temps en fait où vous vous changez, où vous mettez votre combinaison, où vous prenez votre vélo. C'est très important en fait pour d'optimiser en fait ce temps. Exactement. Transition. Sur le temps final, c'est très important. Donc on a la capacité maintenant de savoir ça. Donc c'est de l'or, j'ai envie de dire, puisque pour améliorer ça. Donc voilà, en ça, la fonctionnalité multisport, elle est en ça très intéressante. Et alors vous êtes personal trainer depuis plus de 15 ans, je crois. Exactement. Comment vous avez vu arriver ces nouveaux outils et de quelle manière vous vous en êtes emparé ? Est-ce que vous l'utilisez pour vous ? Est-ce que vous le mettez aussi entre les mains des gens que vous coachez ? Alors, comment est-ce que j'ai vu cet outil apparaître ? Eh bien, moi, j'aime bien la technologie, donc c'est vrai que tout de suite, ça m'a un peu attirée et puis ça m'a intéressée. Je voulais savoir un petit peu en quoi j'allais pouvoir améliorer et mon quotidien à moi de manière personnelle et le quotidien de mes coachés, puisque les gens que j'entraîne, c'est important aussi. Donc, très intéressée par ça.
Et moi, je l'utilise de manière quotidienne, tout simplement déjà pour rester en contact avec ma famille, parce que c'est tellement plus simple de recevoir un message, un appel au téléphone, que d'aller chercher son téléphone qui est au fin fond du sac. Je vais l'utiliser très basiquement pour la musique. Vous voyez, notamment quand je suis en cours collectif ou choses comme ça, et ben, plutôt de me déplacer, d'aller changer la musique à l'enceinte, et bien, je peux de mon Apple Watch tout simplement changer la musique. Donc c'est en termes de pratique et de praticité. Donc pour vous, c'est un outil de travail. C'est un outil de travail et à titre personnel, je l'utilise aussi puisque j'utilise l'application Sommeil. Ouais. Parce que c'est vachement important, parce que le sommeil, comme on le disait, ça fait partie d'une des branches, j'ai envie de dire, du bien-être et de la santé. Donc je l'utilise moi. Et alors simplement parce que là vous êtes sur le salon du fitness, j'imagine que vous allez faire un tour dans les stands. Quelles sont les autres innovations, là, les autres petits gadgets comme ça qui peuvent vous intéresser à venir? Après, moi j'aime bien tout ce qui est calcul de l'entraînement, vous savez. Donc régulièrement, en fait, il développe des applications pour calculer un petit peu l'entraînement, pour aller plus loin dans le calcul de la fréquence cardiaque, des changements de rythme, des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a plein de choses et pour moi c'est Disneyland en fait ici. C'est le Disneyland de mon métier, entre guillemets. Bon bah super, merci beaucoup. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps parce que là on arrive à la fin de cette émission. Comme ça je vais vous laisser faire un tour dans votre Disneyland à vous. Merci beaucoup Cindy Amara, donc coach sportive, pour nous avoir parlé de l'apport de ces objets connectés dans vos entraînements. C'était Smartech, on était en direct du Fitex. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, sportif ou pas, comme vous voulez. Merci Daphine.